Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Arthur, bienvenue dans le podcast. Coucou, enchanté. Je te laisse te présenter, donc toi et tes activités professionnelles. Du coup, je m'appelle Arthur, je suis musicien et chanteur. Je compose aussi. Ça fait presque 15 ans que je fais de la musique. Au début, c'était pas forcément une ambition professionnelle, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus une passion, et puis ensuite, à terme, un métier. Ça a mis beaucoup de temps avant de réussir à en vivre. Et clairement, l'émission The Voice, du coup, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Avant cette émission, c'était pendant 6 ans quand même une galère où j'ai alterné des boulots alimentaires et des boulots alimentaires dans la musique, si on peut dire, avec des cours, avec des CE d'entreprise, des mariages, des bar mitzvahs et j'en passe. Mais quand même plein de bonnes expériences. Et puis voilà, aujourd'hui, du coup, je suis sur pas mal de projets différents. Pratiquement que dans la musique, mais aussi un peu dans le cinéma. On verra si ça aboutit ou pas. En tout cas, il y a des gens dans ce milieu qui croient en moi, donc c'est cool. J'ai une agente et voilà, des coachings, etc. pour passer des castings. Et puis musicalement, du coup, j'ai mon projet solo qu'on est toujours en train de développer. On travaille sur avoir un maximum de morceaux pour choisir un single et déterminer lequel sera le bon. Et puis, à côté du projet solo, il y a plein de projets en parallèle. Éventuellement de la comédie musicale, du doublage de voix pour des dessins animés américains, genre Disney, Pixar. Donc on verra où est-ce que tout ça va. Peut-être de la musique de film aussi d'ailleurs avec Jim. Ça aussi c'est pas sûr, mais on verra tout ça. Donc voilà, il y a plein de directions possibles et je m'arrêterai maintenant. Voilà. Oui. Et à quel âge t'as commencé à... Enfin déjà t'as commencé par le chant ou par la musique, par les Alors j'ai instruments? commencé par la guitare à la base, Ouais. en quatrième je crois. Quatrième, ouais. J'ai progressé assez vite au début, ça m'a beaucoup plu en fait. Et donc j'en faisais tous les jours beaucoup. J'avais littéralement les doigts qui saignaient, vraiment. C'est vrai? Au début, ouais, parce que j'aimais trop ça et le temps que la corne se fasse. Au début, j'avais du sang sur mon manche de gratte, quoi. Mais du coup, très rapidement, au bout de 2-3 mois, j'arrivais à enchaîner les premiers accords un peu classiques. Et du coup, je me suis mis à chanter par-dessus. Et donc, la voix est venue assez naturellement, assez rapidement. Bon, c'était très moche au début, mais j'avais envie, en tout cas. Voilà. Et t'as commencé pour quelle raison? T'étais déjà depuis longtemps fan de musique et tout? T'as commencé un peu par curiosité? Pas du tout. En vrai, j'avais pas du tout d'éducation musicale. Et ça a commencé en quatrième quand j'ai découvert Oasis, en fait. J'ai commencé mon éducation musicale en quatrième avec Oasis. Ouais. Et donc, j'ai eu envie de faire pareil, quoi. J'avais envie d'être une rockstar. Et donc, du coup, je me suis mis à la guitare. Et voilà, au début, c'était aussi une façon d'avoir une sorte d'identité un petit peu, tu vois, dans une période où en quatrième, c'est pas facile de trouver sa place dans le groupe de potes, machin. Mm-hmm. Et donc moi, ça m'allait bien d'avoir l'étiquette musicien. Et ça m'a permis aussi de m'assumer un peu plus entièrement en tant que personne dans ce contexte difficile qu'est celui du collège. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment un contexte difficile, le En collège. vrai, ouais. En vrai, ouais. Mais justement, c'est une question que je pose toujours parce que j'ai vraiment l'impression que ce qu'on était enfant et de la manière dont on se percevait enfant, ça influence les carrières artistiques. Complètement. Et est-ce que si tu avais eu une autre expérience au collège, t'aurais fait de la musique ou pas? C'est évident que ça a beaucoup influencé mon parcours et je pense pour tout le monde, la personne qu'on est par la suite, artiste ou pas. Mais clairement, ouais, j'ai eu une sixième, une cinquième assez compliquée où j'étais pas bien intégré et donc du coup, je pense que ça développe une sorte d'insécurité, de sensibilité particulière. Et je pense qu'on est nombreux dans les artistes et dans ceux qui composent et qui chantent
à avoir eu des troubles un petit peu pendant cette période de la préadolescence, enfance, et voilà, qu'on a essayé de guérir à travers la musique. Ouais. Et est-ce que ça a changé au moment où t'as commencé la musique, ça Enfin, t'as trouvé une place plus facilement? Bah complètement, voilà, c'est ça, Ouais. c'est que vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup accroché, c'est que tout de suite, socialement, c'était plus facile, avec les filles, c'était plus facile, et voilà, à cet âge-là, je regardais pas plus loin que ça, mais c'était déjà beaucoup, et donc c'était une raison de plus pour accrocher vraiment à la musique. Au-delà de ça, il y avait évidemment mon amour pour la musique en lui-même, Ouais. mais il y avait aussi tout ce côté social autour, quoi. Et à ce moment-là, ça te paraissait possible de faire une carrière là-dedans ou tu disais que c'était vraiment que pour les rockstars C'était pas du tout. Enfin, déjà, j'avais tellement aucune idée de ce que ça voulait dire faire une carrière dans la musique. Ouais. Dans ma tête, c'était vraiment. On fait des concerts dans des bars pourris, puis il y a un producteur milliardaire qui va nous découvrir et on va faire le tour du monde, quoi. C'était un peu ça. Donc du coup, non, j'étais loin de penser que j'allais faire une carrière. C'était pas une ambition. Et puis voilà, c'était un peu au jour le jour. Très vite, j'ai composé, monté mes groupes, fait des concerts. Et puis c'est plus tard, après le lycée, que je me suis dit que j'avais envie d'en vivre. Et les premiers concerts, tu les as trouvés comment Terrifiant. Et il y a encore des enregistrements en plus sur YouTube de ces premiers concerts. Et ça, t'aurais pas dû le dire dans un podcast. Ouais. Mais je dirais pas le nom. Voilà. Je dirais pas le nom de la vidéo. Mais du coup, c'est drôle de pouvoir se réentendre il y a 15 ans avec une voix de pucelle en train de muer. Mais non, mais en vrai, c'était des super expériences. J'ai été toujours bien entouré et il y a toujours eu des gens, des musiciens plus âgés qui m'ont encouragé. Je pense que ça se voyait que j'avais envie, même si c'était horrible. Il y avait peut-être quand même une certaine musicalité quelque part. Et donc j'ai été poussé à continuer. Et ça reste des très bonnes expériences et des super souvenirs aujourd'hui. Est-ce que pour t'améliorer dans le chant, t'as pris en même temps que les cours de guitare, tu prenais des cours de chant ou t'as vraiment fait ça tout seul? J'ai fait vraiment tout seul. Tout le temps? Presque tout le temps. Pendant très longtemps, pendant 7-8 ans, j'ai chanté sans cours. Et ensuite, je crois à 21 ans à peu près, j'ai pris 2 ans de cours de chant. Et là, ça m'a quand même beaucoup servi. J'ai dû désapprendre à chanter vraiment parce que j'avais pris des mauvaises habitudes. Et donc, t'as une période de quand même 6 mois où t'as l'impression de plus trop savoir comment chanter. Et puis voilà, reprendre avec des bonnes bases. Et tout le travail que j'avais fait avant m'a pas servi à rien non plus. Mais voilà, il fallait réapprendre avec la bonne façon de faire, sans tension et sans forcer, quoi. Ouais, c'est sûr. Et les autres instruments, donc après tu joues aussi du piano, je crois. Oui, je joue aussi du piano. Ah oui, je suis du piano, guitare, un petit peu de basse et un peu de batterie. Ouais. Les essentiels du groupe de rock, quoi. En gros. Mais je vais pas aller voir au-dessus, enfin au-delà, je veux dire. Et ça, là, tu l'as fait en autodidacte, tout ça ou non? Alors, piano, j'ai pris 1 an de cours. Mais c'était un niveau vraiment médiocre. J'étais en groupe et donc j'étais assez frustré en vrai. Mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses. J'avais un prof exceptionnel, vraiment. Mais du coup, j'ai fait juste 1 an de cours. Je voulais continuer. J'avais pris des cours dans le coin, mais je tombais sur le prof vraiment de MJC super aigri, pas agréable du tout. J'ai fait 2 cours et je me suis barré. Et derrière, j'ai pas cherché d'autres profs. La basse, en vrai, je suis pas bon, mais ça me suffit pour composer et pour m'amuser. Et j'ai fait tout seul. Et la batterie, pareil, c'est à force de faire des répètes dans des studios, bah, j'adore cet instrument. Tu vois, elle est sous la couverture là. Ah, d'accord. J'en ai acheté une à un moment, mais. Et voilà, ça m'éclate en fait. Et donc, souvent en fin de répète, j'aime bien taper dessus, mais j'ai pas un gros niveau non plus. Mais voilà, à la base, ton instrument, c'est vraiment la guitare, quoi. À la base, c'est quand même vraiment la guitare, et aujourd'hui, c'est même plus le chant. Mais du coup, oui. Enfin, si on considère que c'est un instrument. C'est un instrument. Merci. Et ton premier groupe, tu l'as fait à quel âge? Du coup, c'est toi qui l'as créé déjà? Alors, c'est moi qui l'ai créé, et je l'ai fait au bout de 3 mois de cours de gratte. Ah, vraiment, au bout de 3 mois? Ouais. Bah, en fait, tout de suite, je te disais, je me suis mis à chanter, et donc tout de suite, je me suis mis à écrire, en fait. J'avais besoin je sais pas, tu vois, d'exprimer des trucs. Et donc, à l'époque, c'était des trucs d'amour sur ma première copine, mon premier bisou à la récré de 10 heures, enfin, tu vois. Mais voilà, et donc, c'était très simple. Et avec mon pote de l'époque, qui était au conservatoire en batterie, on avait un super groupe guitare acoustique, batterie, voix, qui a duré 2 ans.
Il n'en faut pas plus pour s'amuser. Non, non, mais clairement, c'était top. Et on répétait dans son garage. Et puis, ça a duré encore 3 ans de plus, avec un bassiste. Moi, je me suis mis à la guitare électrique. Et puis là, on a fait quand même des belles scènes sur Paris, La Cigale, Divan du Monde, tout ça. Trabendo. Pas mal. Ouais, c'était cool. Et ça s'est arrêté pourquoi après? C'est parce qu'il faisait Ça s'est plus, arrêté parce musique que, sorti du lycée, le batteur est parti en prépa. Et donc, j'ai eu un autre groupe avec le bassiste et d'autres potes. Ça n'a pas duré longtemps non plus parce que moi, je sentais que j'avais envie d'un truc quand même sérieux. Puis, c'est pas évident d'avoir toujours des gens qui, comme dans un couple en fait, qui veulent évoluer dans la même direction et qui ont les mêmes attentes. Au-delà de l'aspect artistique, je veux dire, même professionnellement et dans le sérieux qu'on veut mettre dans le projet. Donc voilà, après j'ai eu 2-3 groupes comme ça qui ont duré 6 mois, 1 an. Et puis j'ai fait pas mal tout seul pendant presque 2 ans. Et après j'ai eu un groupe que j'ai quitté il y a très récemment et qui a été une belle histoire d'amour pendant 5 ans. Enfin voilà, du coup je m'écarte un peu de la question, je sais même plus ce que c'était à la base, mais voilà. Oui, c'était par rapport à comment tu avais appris les instruments. Voilà, bah du coup c'est ça, c'est le fait en fait de jouer en groupe. J'ai fait que du groupe toute ma vie pratiquement, et donc bah c'est tout de suite t'as envie de toucher à tout quoi. Et si j'avais le temps et l'énergie et l'envie et que j'avais côtoyé d'autres milieux, probablement que j'aimerais bien essayer le violoncelle par exemple, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, de ouf. Ouais, je trouve ça tellement beau. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est autant le son que la forme que tout. Je sais pas. Je trouve ça trop sexy. Et ça, c'est un truc que tu pourrais. Enfin, ouais, c'est quand même un projet de le faire ou... Bah, un jour, ouais, franchement. Là, pour le moment, j'ai plein de trucs sur le feu. Donc, ouais, là, je préfère me concentrer sur voilà, ce qui est important et ce que je sais déjà faire. Et pas trop m'éparpiller. Mais si à un moment, voilà, je suis un peu plus stable. Et bah, ça me ferait grave plaisir d'essayer le violoncelle. Oui, quand t'auras tout lancé, ouais, voilà, ouais. que l'album sera sorti. Exactement. C'est sûr. Et du coup, c'est quand que t'as vraiment pris cette décision d'en faire une carrière? Bah, ça a été une décision pas facile parce que j'avais peur de faire ce choix pour ne pas faire entre guillemets des vraies études et pour en gros pas bosser quoi. Et j'avais vraiment peur de me dire ouais, je vais partir en école de musique pour boire des bières, tu vois. Et vraiment, j'avais pas envie de ça. Donc j'ai mis quand même 2 ans après le bac à me convaincre que c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai fait d'abord un BTS et ensuite une fac d'anglais. BTS que j'ai pas aimé du tout, c'était en commerce. Et fac d'anglais que j'ai bien aimé. J'ai validé ma licence du coup, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, clairement. Et donc, ouais, à mes 21 ans, 22 ans, j'ai décidé de faire une école un peu pro. Avec un cursus vraiment, je crois que c'était 25 ou 30 heures par semaine. Ah oui. Et c'était focus uniquement sur ça. Donc il y avait des cours de chant, il y avait des cours de théorie, d'harmonie, il y avait des séances en groupe, de musique live, etc. Enfin, il y avait plein de modules après. Et donc voilà, c'est à partir de là que je me suis dit vraiment que je voulais en faire un métier. Et après, une fois qu'on a fini l'école et qu'on a le diplôme, on est un peu lâché dans la nature et à ce moment-là... le plus important finalement c'est de trouver les bons réseaux et d'être actif. Et tu le conseilles de passer par une école vraiment Alors je trouve que c'est pas indispensable, vraiment. Parce que en plus, je trouve que le point négatif qu'il peut y avoir avec une école, c'est que on va souvent apprendre une technique qui est la même pour tout le monde, puisqu'on a tous le même corps humain quelque part et 1 + 1 = 2, si je peux dire, tu vois. Le problème, c'est que quand on sort de ça, il faut réussir à s'en détacher pour avoir une patte et pour pouvoir voilà, être pas trop scolaire, en fait. Parce que quelque part, dans l'artistique, c'est aussi ça qui est touchant. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais pris de cours de chant. À la limite, qui ont pris des cours de coaching pour les aiguiller, voilà, mais de technique pure, non, tu vois. Et parce que vraiment, je pense que ça peut altérer la qualité de l'authenticité de ce qu'on a envie de donner. Après, c'est clair que ça apporte plein de clés. Moi, dans la composition, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre... c'était une école un peu de jazz, et donc d'apprendre toutes les grilles de jazz et d'apprendre comment elles fonctionnent, les contextes tonales, etc. C'était quand même super important, je trouve, les accords, etc. Ouais, parce que c'est des trucs que tu n'aurais pas forcément recherché tout seul, quoi. Ouais, non, je pense pas. Puis surtout que là, c'était quand même vraiment bien enseigné avec des profs qui, en 1 an, m'ont appris des trucs de ouf, quoi. Quand je suis arrivé, je savais pas mettre un do sur la portée, donc vraiment rien du tout.
Et en un an, j'ai découvert des trucs de malade, quoi. Vraiment, j'étais passionné par ça. Là, c'était pas la fac, c'était vraiment une école spécialisée Ouais, là-dedans. ouais. Et donc voilà, toute la théorie musicale, tu vois. C'est pas trop conservatoire, c'était vraiment plus jazz, donc on travaillait assez peu sur partition, mais c'était beaucoup les accords, la tonalité, et voilà, comment composer un morceau. Et c'était extrêmement intéressant. Puis j'ai rencontré aussi du monde dans cette école, mine de rien. C'est quand même un nid de musiciens. Il y a des profs qui m'ont bien aimé, qui m'ont fait travailler avec eux aussi par la suite. Donc, c'est bien ça. Donc voilà, du coup ça permet aussi de faire des expériences. Et puis voilà, non, moi j'en garde quand même un bon souvenir et je le referai. Mais je pense que c'est pas indispensable pour répondre à ta question en 2 mots. Et là, ils te donnent quand même des conseils dans cette école pour la suite, comment faire après ou pas. C'est un peu ça qui manque aussi. C'est qu'en effet, ça t'apprend des compétences. Tu peux être une grosse brute en basse ou n'importe quoi en sortant de ça, mais on va pas te dire comment trouver du taf, quoi. Et ça, c'était vraiment le point négatif. Et ça, tu t'y étais préparé ou... Pas du tout. Notre prof de chant nous y avait un petit peu préparé. Et donc, grâce à elle, j'ai trouvé mes premiers plans. Tout simplement, en fait, elle nous a appris comment préparer des castings, sur quel site aller. Et voilà, mais elle l'a fait d'elle-même parce qu'elle savait que personne n'était là pour nous l'apprendre. Ça, je sais pas si là-dessus, t'as 2-3 trucs à dire si jamais quelqu'un nous écoutait. Alors, des castings, en vérité, j'en ai pas fait tant que ça. Mais c'est vrai que ça peut être... quand on n'a pas, en tout cas, le réseau et que les plans viennent pas à nous ou qu'on peut pas demander à Bidule parce qu'on sait qu'il connaît Bidule, et ça peut être une bonne façon de commencer. Au début, j'ai fait comme ça et j'ai trouvé des plans parfois très cool, notamment pour des mariages. Tu vois, quand t'as rien du tout, je me suis retrouvé dans un truc qui tournait vraiment bien. On faisait 80 dates par an et c'était très pro et trop pro pour moi à l'époque d'ailleurs. En vrai, je me suis fait virer pour être entièrement honnête. C'est vrai. Ouais. Le jour de Noël. Non, le jour du Nouvel An, pardon. Comment t'as fait pour te faire virer? Parce que, tout simplement, ils m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était pas au niveau, tu vois. J'avais quand même fait déjà plusieurs mois avec eux. Ah, d'accord. Et donc, je sais pas, j'avais déjà fait 40 dates avec eux, quoi. Ah ouais, donc c'est quand même bizarre que... Et au bout d'un moment, en fait, il y a d'autres trucs en jeu. Leur ancien chanteur qui voulait revenir, en fait, qui s'était barré pour faire son projet solo, il s'est rendu compte que les compos, ça faisait pas de thunes. Du coup, il est revenu, il a fait, bon, je vais faire du mariage quand même. Ouais. Mais bon. Et donc, ouais, les castings... il y a les sites comme, maintenant je sais plus ce que ça vaut, mais casting.fr, casting étoile casting, je crois. Ça fait longtemps que je suis pas allé dessus, mais en tout cas, je sais qu'il y a des plans qui peuvent être vraiment intéressants dessus. Ouais. D'accord. Et du coup, si tu nous parles de l'après-école, quand tu essaies de te lancer là-dedans, comment tu choisis après, ou à part donc ces castings de mariage et tout, est-ce que tu te dis de suite, pas casting de mariage, c'est fête de mariage, est-ce que tu te dis de suite, donc je vais donner des cours et tout, au départ tu veux vraiment, comment tu choisis tes projets au départ? Au début, et encore aujourd'hui, en vrai, t'en acceptes beaucoup de différents, et t'essaies de prioriser ceux qui sont rémunérés, mais forcément, et encore plus quand c'est de la compo, il y a beaucoup de projets qui ne le sont pas, qui prennent beaucoup de temps, parfois un petit peu d'argent aussi, même parfois beaucoup. Et voilà, donc au début, moi j'ai accepté beaucoup de choses différentes. J'ai donné des cours tout de suite, j'ai fait des concerts au Black, parce que tu as besoin d'expérience, tu as besoin de réseau, tu as besoin de contacts, et tu as besoin d'argent. Et donc du coup, plutôt que de bosser à McDo, chose que j'ai faite aussi à un moment, tu préfères faire ça. Et ça reste quand même de la musique, donc on se plaint pas. Et c'est quand même, mine de rien, les études qu'on a fait, on a fait des études pour ça, donc même si moi les cours c'est pas ce qui m'enchante le plus, ça reste beaucoup plus agréable que les autres boulots auxquels je pourrais prétendre avec 0 diplôme en fait. Et là t'en donnes encore aujourd'hui Là j'ai arrêté, j'en ai donné jusqu'à février dernier. Je crois en février dernier j'avais à peu près 10 élèves par semaine quand même, mais du coup là depuis février j'ai eu avec The Voice plein de propositions et j'avais envie vraiment de me concentrer sur les projets qui peuvent aboutir sur des trucs vraiment chouettes. Et donc peut-être que j'y reviendrai un moment, c'est pas ce que je souhaite, mais si j'ai besoin, voilà, je le referai, ouais. Et là, t'as l'impression,
avant The Voice, du coup, parce qu'après The Voice, on est forcément venu te chercher, mais avant, t'avais l'impression qu'on venait plutôt te chercher, ou c'est vraiment toi qui as toujours bataillé Ça pour te faire dépend, une place? ça dépend vraiment, entre guillemets, du niveau des propositions. C'est vrai que mine de rien, avec mon groupe, on avait quand même un peu bastonné sur les réseaux. On n'était pas connus, mais on avait quand même des clips à entre 50 et 100 000 vues, 10, 15 000 abonnés. Et donc ça commençait à prendre un petit peu d'ampleur. Et donc parfois, pour des concerts, on venait nous chercher directement, des écoles d'ingé qui venaient nous proposer des bons cachets pour aller jouer sur leurs fêtes de fin d'année, des trucs comme ça. Donc parfois, on avait des plans vraiment chouettes qui venaient à nous. Et puis, bien sûr, tout ce qui était encore plus fat derrière, je pense à des grosses signatures en maison de disques, etc. Ça, c'était quand même encore à nous d'aller les chercher. Aujourd'hui, c'est moins le cas, ouais. Et là, c'était quand même un objectif où vous étiez bien en indé, finalement. On était bien en indé. Après, on n'était pas contre une signature. C'était ouvert. Fallait voir en fait les propositions. Je pense que ce qui nous aurait le plus plu, ça aurait été une signature en label indé. Ouais. En fait, pour pouvoir quand même garder la patte qu'on avait. Et quand même avoir une équipe et un réseau autour en plus pour nous accompagner, quoi. Ouais, donc là, l'idée aussi, c'est de dire, donc si on a quelqu'un là qui nous écoute, qui vraiment se lance, peut-être pas qu'aurait pas forcément tout de suite derrière un label ou un producteur, peut-être sortir des musiques d'abord. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Des labels, il y en a plein. Il y a plein de labels. Et donc, une signature en label, c'est vraiment pas forcément une victoire. Demain, on pourrait créer notre propre label, tu vois. Donc, faut voir si c'est intéressant, en fait. Même à des plus hauts niveaux, dans des plus grosses sphères, je sais pas, je dis Universal, Warner, etc. C'est même pas forcément, des fois, la bonne solution que d'aller signer chez eux. En indé, on peut faire énormément de choses déjà. Je pense qu'en indé, et ça j'ai beaucoup aimé, il y a une vraie relation avec les gens, et c'est beaucoup d'entraide, et c'est beaucoup de... Moi j'ai bossé pratiquement qu'avec des potes ou avec des connaissances, et c'est pour ça qu'on a réussi à s'en sortir et à faire des clips sympas, par exemple. Parce que c'est des potes de potes, des gens qui aiment bien la musique, par exemple, qu'on fait, et du coup qui se disent, bah... je sais pas, tu vas me donner un cours ou tu me conseilles pour la gratte, et en échange, je te filme ton truc, enfin, tu vois. C'est que des trucs comme ça, et c'est super agréable en fait, ce côté un peu débrouille, donc forcément c'est plus de boulot, mais d'un autre côté t'as la main sur tout, tu sors ce que tu veux quand tu veux, et tu dépends de personne, et tu fais la musique que tu veux, et donc voilà, donc c'est deux poids deux mesures, je sais pas si ça se dit ça, mais non. Je pense, ouais. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais je sais que j'avais envie de le dire là. Mais bref, donc il n'y a pas de mieux ou moins bien, franchement. En plus, je dirais que ça dépend peut-être du style de musique. Il y a des styles où tu as moins besoin de moyens pour être produit, comme le rap ou l'électro. C'est plus facile de sortir des trucs de chez soi. Si tu veux faire du rock et enregistrer vraiment des vraies batteries, etc., et là, il faut des moyens, des studios de ouf. Et donc, tout seul en indé, c'est un peu plus chaud. Mais c'est quand même possible, en vrai. Donc, après, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, franchement. Oui, parce que là, du coup, c'est des studios que tu loues finalement à la journée et qui te permettent d'enregistrer. C'est ça, ouais. Et puis même, bon, on va pas se le cacher, en vrai, la batterie dans le rock aujourd'hui, c'est rare qu'on enregistre des vraies batteries. Ouais. Ou alors, faut vraiment être un gros groupe et avoir des gros moyens. Parce que sinon, enregistrer une vraie batterie, sur un album, ça te double le prix de l'album, quoi. Juste ça. C'est fou. Ouais, juste ça. Ouais, donc c'est tout sur informatique, quoi. Ouais. Et la batterie, tu t'en sers en live. Tous les morceaux qu'on a fait avec mon ancien groupe, on a tout fait avec une vraie batterie, sauf le dernier morceau qu'on a sorti, où là, c'est une batterie que j'ai fait sur mon clavier, juste ici. Et pour le coup, ça sonne aussi bien, voire mieux. Et Par contre, ça doit être frustrant pour le batteur de pas s'enregistrer. C'est très frustrant pour le batteur, donc du coup, c'est vrai qu'il a refait des prises batterie derrière, mais avec une batterie électronique. Du coup, qui finalement, qui est l'équivalent du clavier, mais sous forme de batterie, quoi. Et donc, il y avait quand même son vrai jeu derrière, mais le son, ça reste un son d'émulation de batterie acoustique, en fait. Et ça, tu le découvres comment, tout ça? Enfin, je me dis, ça doit être une claque au départ, quand même, de se rendre compte que tu vas pas pouvoir tout enregistrer tout seul, ou tu le savais déjà à la base?
Comment ça que je pouvais pas tout enregistrer tout seul? Enfin, que tu vois qu'il allait falloir faire ça sur informatique, que c'était pas si facile. Tu t'en rends compte au fur et à mesure Ouais. de faire. Ouais. C'est même pareil pour les guitares. En vérité, tu vois, là j'ai mon ampli avec toutes mes pédales. Ouais. C'est rare que je me prenne la tête à prendre le micro, à le mettre devant l'ampli et à bidouiller mes pédales pour faire un son que j'aime bien. Parce que en fait, quand tu composes, t'as aucune marge de manœuvre quand tu enregistres comme ça. T'enregistres ton son, il est déjà comme ça avec tous tes effets. Alors que si tu le fais avec juste un signal directement dans l'ordi, après sur le signal tu mets tous les effets que tu veux. Puis si en fait t'aimes pas, tu peux changer, tu peux tout changer derrière. Et donc bon, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui. Il y a des trucs de super bonne qualité qui te permettent de tout faire dans l'ordi. Alors ça a moins de charme. Il y a beaucoup de gens qui diront que ça sonne toujours moins bien, mais en vérité, surtout sur des morceaux actuels, on n'aura pas le son des années 70, c'est clair, mais ça permet quand même de faire des sons pro. Oui, parce qu'il faut quand même vraiment s'y connaître pour savoir que ça sonne moins bien, je pense. Pour réussir à le voilà. capter. Et en plus, il faut vraiment être musicien et tendre l'oreille pour pouvoir dire ah non, là, on sent que c'est pas un vrai ampli, quoi. Ouais. Déjà, les vraies batteries, personne se rend compte. Enfin, quand je dis personne, c'est le grand public. Personne se rend compte que c'est pas des vraies batteries. Donc une guitare, encore moins, ouais. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ce qui te plaît le plus à faire? C'est plutôt les concerts, la composition? Dans quoi tu prends le plus de plaisir? C'est pas évident, je dirais quand même les concerts, je pense. En vrai, quand même, les concerts, tu vois, la tournée de cet été, c'était tellement un bonheur. Surtout quand il y a une si bonne équipe avec nous. Ouais, là, vous avez l'air de vous être bien amusés, quoi. Ouais, non, franchement, c'était vraiment top. Tu vois, musicalement, c'était super. Et puis, tout ce qu'il y a autour, avant et après le concert aussi, c'était très bon moment. Donc, cet ensemble de choses, cette ambiance, cet état d'esprit, c'est vraiment un bonheur à vivre. On est un peu hors du temps pendant l'été et c'est... Ouais, l'après-été Attends, doit être moins facile. Voilà. On arrive en octobre, là c'est chaud. Non mais bref... La tournée s'arrête et il pleut. Voilà, c'est ça. Et il y a 2 mois, on était à Argelès, il faisait beau, on était les pieds dans le sable. Bon, bref. Et non, c'était vraiment super. Donc les concerts, j'adore. Et sinon, j'aime énormément aussi... composer et me poser ici là dans mon studio et partir d'un petit arpège de guitare que je trouve mignon, mettre des sons dessus sur la guitare un peu féerique et puis après rajouter la basse, la batterie et limite je préfère faire ça qu'enregistrer les voix, tu vois. J'aime bien composer vraiment le truc et puis voilà, je pourrais te montrer après si tu veux, j'ai plein de bêtises. Ouais, je veux bien. Voilà. Mais parce qu'au moment où tu commences à composer, tu fais comment? T'as déjà une idée en tête de si tu veux faire plutôt une balade ou un truc? Ouais, en général, oui. Parfois, pas du tout. Parfois, je me pose et je commence avec un truc au piano ou à la guitare. Et après, j'essaie de l'habiller. Ouais. Parfois, j'ai déjà un truc en tête. Là, ça fait quelques jours que j'ai un truc en tête. J'ai pas pris le temps de me poser encore pour l'essayer. Ouais. Mais ça dépend. Vraiment, ça dépend. Et là, tu fais aboutir la plupart des trucs que tu composes Non. Ou t'en testes? Clairement pas. Franchement, clairement pas. La grande majorité des choses que je compose comme ça, souvent, je vais composer un couplet ou un refrain. Mais réussir à aller jusqu'au bout d'un morceau avec les paroles, la structure, les sons, etc. Et d'avoir une maquette de bonne qualité, bien écoutable, finie, ça c'est un autre boulot quand même. Et ça c'est beaucoup plus dur, je trouve. Vraiment. Et là, tu composes tout toi-même? Il y a personne qui compose des chansons pour toi pour l'instant? Alors si, il y a d'autres gens qui composent aussi pour moi ou avec moi. Parfois c'est juste les textes, parfois c'est la musique aussi. Parfois c'est les deux, parfois on fait tout ensemble. Donc ça dépend des gens avec qui je bosse. Il y a en gros 3, 4, 5 producteurs réels à côté avec qui je bosse, dans lesquels je vais dans des studios comme ça ou comme chez Jim pour essayer des trucs ensemble. Parfois ça aboutit à des trucs cool, parfois ça aboutit à rien, mais on s'est rencontrés et ça fait aussi du réseau, donc c'est cool. Et peut-être qu'on se reverra pour d'autres projets. La semaine dernière, j'étais chez un mec que je connaissais pas, justement avant. Il avait déjà un son qu'il avait commencé, on l'a continué ensemble. Il avait déjà un bout d'instru, des paroles, une mélodie. Moi, j'ai posé ma voix, ça s'est bien passé. Et donc, on doit se revoir prochainement pour la deuxième partie du morceau. Et voilà, peut-être que ce sera sur l'album. Mais sinon,
je dirais une grosse moitié au moins de l'album sera faite tout seul ici dans le studio. Ouais. Ouais. Et là, jusqu'à présent, t'as composé pour d'autres artistes ou t'as toujours Non, fait ça pour le coup, j'ai ça jamais fait. Ça t'intéresserait? Je serais pas contre. Je serais pas contre. J'y ai jamais pensé, honnêtement. C'est vrai que pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Mais j'ai jamais fait. À voir. Et là, si on reprend un peu au niveau donc de la chronologie, au moment où tu arrives à The Voice, déjà, ils étaient déjà venus vers toi pour The Voice ou c'était la première fois là qu'ils venaient? Ils étaient déjà venus vers moi, c'est vrai. Je crois 5 ans auparavant. Ouais. Et donc, j'avais failli faire les auditions à l'aveugle. Mais finalement, j'avais pas été retenu juste avant. Mais tant mieux, quelque part, tant mieux. Je pense que j'étais plus prêt cette année qu'il y a 5-6 ans. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont rappelé aussi, parce que j'étais déjà dans leur base de données et que j'ai continué à faire mon petit bout de chemin avec mon groupe. Et voilà, il y en a qui ont vu les clips, etc., et qui m'ont rappelé suite à ça. Et là, quand tu l'as fait cette année, du coup, c'était... Est-ce que tu savais... Enfin, tu t'attendais à ce que ça soit un tel tournant ou... Ouais, parce que c'était quand même... Pas du tout, je m'attendais à rien du tout. Vraiment, je suis parti avec aucune attente. Donc, c'est pour ça que, surtout sur la première étape, j'étais pas trop stressé. Je pense pas assez d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, vraiment pas. Putain, c'est fort ça. Mais j'aurais dû l'être un peu plus. mais du coup, non, j'avais vraiment aucune attente. Je préférais pas en avoir pour pas être déçu. Et au final, à chaque fois, c'était une surprise de passer une étape, puis une étape, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et donc, du coup, je suis sorti en demi-finale très heureux. J'étais pas du tout dégoûté de pas être allé en finale, quoi, tu vois, parce que j'étais déjà tellement content d'être arrivé jusque-là. Il y avait déjà tellement de propositions et de projets qui en ont découlé. Oui, parce que les propositions, j'imagine que ça arrive pas Enfin, ça arrive pas à la fin, ça arrive un peu tout le long. Moi, j'en ai eu beaucoup qui sont arrivés à la diffusion de l'audition à l'aveugle. Ah, dès le départ, ouais. Après, j'ai attendu de sortir pour voir toutes les propositions qu'il y aurait et pour voir, évaluer un peu tout ce qu'il y avait et me dire, ok, oui, non, oui, non. Mais c'est vrai que dès la diffusion, déjà, il y a eu un certain engouement de la part de certains, ouais. Ça doit être un peu flippant quand même si tu t'attendais à rien d'un coup récupérer. Bah, je sais, ouais, flippant, non, mais je sais pas, overwhelming, quoi, tu vois, un peu, c'est beaucoup d'un coup. Oui, c'est ça. Et tu vois, tout cet amour d'un coup c'est une déferlante de messages, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, d'un côté, ça fait super plaisir, tu vois, c'est extrêmement touchant, il y a des messages qui sont tellement touchants, c'est un truc de malade. Et en même temps, tu peux pas gérer tout ça, c'est pas... je sais pas comment dire. Oui, il faudrait avoir 5 personnes sur les réseaux. ouais. Et donc, au début, ça fait beaucoup, puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on arrive à un petit peu s'en détacher et à prendre ça un peu plus avec du recul. Mais c'est clair que les réseaux, ça reste quelque chose de quotidien et qui est constamment un peu dans nos têtes, et on sait que c'est pas le nerf de la guerre, mais qu'en tout cas, ça fait aussi partie du boulot. Et que, oui, là, tu peux vraiment pas les fuir, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je te dis, il y a 3 ans, j'avais pas de smartphone, tu vois. Ouais. Et j'étais un adepte du Nokia 3310, vraiment, qui prenait même pas de photos. Et j'ai pris un smartphone juste pour mon groupe, en fait, pour faire des stories, tout ça, chose que je faisais jamais, parce que j'ai jamais aimé ça. Aujourd'hui, ça va, ça me fait marrer maintenant, mais j'ai eu du mal à avoir cette transition. Et j'ai toujours été un petit peu technophobe, en fait. Ouais, donc là, d'un coup, tu te retrouves avec des messages à chaque fois que tu prends ton téléphone de gens que tu connais pas. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été une grosse transition. Mais maintenant, bon, je me suis habitué et même, en vrai, j'apprécie, c'est cool. Ouais, bah c'est sûr. Et là, pour l'émission, tu avais prévu, du coup, à l'avance un peu ce que tu comptais chanter, parce que tu fais du rock, du rap en français, en anglais. Enfin... J'avais prévu quelques trucs. Ouais. Pas tout. Et parce qu'en fait, j'avais pas de morceaux en français de prévu. D'accord. Et il m'avait demandé pour l'audition
avant l'audition à l'aveugle qu'il fallait un morceau. Il m'avait dit il faut un morceau en français, un morceau en anglais. Je leur ai dit je fais pas de français. Un peu monomaniaque, tu sais. Grave. Je ne ferai que de l'anglais. Je ferai que de l'anglais. Du coup, je suis arrivé, j'ai fait 3 morceaux en anglais. T'as vraiment fait ça, quoi. Ouais. Et du coup, ils m'ont quand même pris. Ouais. Et sauf qu'au bout d'un moment, bah, j'avais fait audition à l'aveugle, battle et KO en anglais. J'avais plus trop le choix, quoi. Fallait faire du français. Et c'est cool, en fait. L'émission, elle m'a beaucoup aidé pour ça. Elle m'a un peu réconcilié avec ma langue maternelle. Et donc, j'ai beaucoup apprécié chanter du Calogero. Et après, du Balavoine. Ouais. Très, très cool. Parce Donc, que du coup, là, ces chansons-là, c'est eux qui les ont proposées ou c'est toi quand même, qui les connaissais, qui voulait les faire? Alors, Calogero, c'est moi qui ai proposé. Ouais. Parce que c'est vrai que dans le paysage musical français, c'était un des artistes desquels je me sentais le plus proche. Mhm. Et puis, Prendre Racine, son morceau, là, je trouve vraiment très très beau. Ouais, il est vraiment beau. Ouais. Donc, très bien écrit. L'harmonie est super intéressante. Donc, vraiment, ça me faisait plaisir de le chanter. Balavoine, c'était une proposition de Marc. Et c'est vrai que de moi-même, j'aurais pas forcément proposé. Et c'est pour ça que j'ai refait toute l'instru dans mon studio ici. Et je l'ai envoyé du coup aux musiciens de The Voice. Et quel plaisir de voir c'était ta petite démo faite dans ton studio, reprise par les icônes de The Voice. C'était mortel. Ouais, c'est ça. D'un coup, tu l'as sur un plateau avec plein de musiciens, c'est ouf. Ouais. Et donc voilà, j'étais content de cette version vachement plus rock. Et un peu plus moderne aussi du coup au niveau de l'instru, et donc j'ai vraiment kiffé reprendre ce morceau comme ça. Et toi là, il y a quelqu'un qui se lancerait maintenant dans la musique et qui verrait peut-être, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même de nombreux jeunes qui voient justement The Voice vraiment comme la porte d'entrée. Toi, tu conseilles de le faire dès le départ ou d'attendre? Je pense que c'est pas forcément une bonne idée de le faire très jeune. Parce que en fait c'est important. C'est clair que ça ouvre des portes, mais après, faut être prêt à rentrer dans la pièce. Et ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas eu des projets avant, ou si on n'a pas déjà des morceaux, ou l'envie de composer, etc., ou en tout cas une identité un petit peu affirmée, au-delà de la musique, je veux dire, en tant que personne, ça prend du temps de se construire. Et voilà, et puis je pense que c'est plus intéressant de faire ce genre d'émission à 25 ans qu'à 16. Après, il y a sûrement plein de contre-exemples, mais à 16 ans, il faut quand même avoir la tête bien sur les épaules pour pas péter un câble aussi quand tu te prends toute cette déferlante dans la tronche. Je pense que c'est quand même pas évident à gérer, et après, j'en sais rien, je veux pas du tout être donneur de leçons ou quoi, mais en tout cas, pour ma part, je pense que si j'avais vécu ça à 16 ans, j'aurais eu plus de mal à le gérer. Et voilà, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un peu de bagage en arrivant sur ce genre de truc, quoi. Et c'est pas du tout la seule façon de vivre de la musique et de développer un projet. C'est clair que c'est un énorme accélérateur, mais il y a quand même plein d'autres façons de développer un projet. Oui, qu'il faut pas négliger quand même. Ouais, clairement. Et c'est à quel moment, toi, que tu t'es dit que là, cette fois, t'étais prêt à passer ce cap-là? Enfin, est-ce que tu te plais, ne serait-ce que dire Non, en fait, j'ai pas mal hésité avant de le faire. C'est eux qui m'ont proposé, c'est pas moi qui suis allé vers eux. Et je sais pas, je me suis dit que oui, j'avais assez la tête sur les épaules et que je savais assez ce que je voulais pour me lancer là-dedans. Après, je savais que dans tous les cas, j'étais pas préparé à tout ce qui allait se passer, parce qu'on peut pas l'être avant de le vivre, je pense. Ouais, je pense. Mais ouais, j'y suis allé quand même assez serein, franchement. Ouais, oui, si tu le voyais en fait plus comme une étape que comme une fin. En fait, c'est ça, c'est que je l'ai jamais vu comme une fin en soi, et je l'ai jamais vu comme un objectif ultime. Et pour moi, devenir chanteur ou gagner sa vie ou devenir une star, c'était pas gagner The Voice, quoi. Ouais. Et je pense vraiment qu'il faut pas le voir comme ça. C'est un énorme tremplin, mais c'est pas une fin en soi, et c'est pas dit que ça te permette d'avoir une belle carrière derrière. C'est des belles rencontres, c'est une énorme exposition, et c'est une grosse chance en plus
mais ça fait pas tout, quoi. Ouais, puis d'où l'intérêt d'avoir aussi des idées de ce que tu veux faire après pour rebondir juste après et pas dans 3 ans, quoi. Carrément. Et si on pense que donc le titre du podcast c'est Persévérer pour mieux rêver, et je pense que quand même dans des carrières artistiques la persévérance c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des moments où t'as eu presque envie d'arrêter ou peur vraiment, où tu t'es dit que ça allait pas marcher, quoi? Ben ouais, carrément, bien sûr. C'est clair que quand pendant 6-7 ans t'as envie d'en vivre et que t'alternes une année sur deux des mariages et des livraisons de pizza, il y a un moment où tu te dis j'ai envie d'être autonome, de éventuellement me réorienter. Et j'ai pensé parfois à complètement arrêter, à faire juste de la musique pour moi, pour le kiff, et à aller jouer dans des bars avec des copains. Et à côté de ça, avoir un autre métier et reprendre un BTS ou même un CAP ou un truc comme ça, tu vois. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien les trucs manuels. J'avais pensé par exemple à ébéniste. Ouais. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà, un truc un peu manuel ou plombier ou j'en sais rien, tu vois. J'avais regardé pas mal de trucs. Et il y a vraiment eu des périodes pendant lesquelles je me suis tâté à me réorienter complètement. Et c'est quoi qui te faisait tenir pendant ces périodes? Et bah, c'est qu'à chaque fois, t'as des grosses périodes de creux, de doute, et puis il y a un beau projet qui arrive. Et je pense que les artistes, ils fonctionnent comme ça, à base de projets. Et quand t'es excité par quelque chose, bah, ça te redonne du baume au cœur. Ou j'en sais rien, tu fais un beau concert et t'as des super retours dessus. Ou tu composes un morceau qui te fait... Parfois, ça fait beaucoup de bien aussi. Ouais. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que ça te remonte le moral et ça te rappelle pourquoi tu fais ça. Mais forcément, il y a eu des grosses périodes de doute, ouais. Le projet que tu avais eu avec Offenbach à un moment donné, c'était arrivé pendant une période de doute comme ça ou pas? Non, c'était arrivé... Je sais plus. Parce que là, c'est quand même quelque chose d'énorme quand tu veux te lancer dans la musique, d'aller faire... Ouais, c'était pareil, assez c'est de la fat. visibilité, C'était assez quand fat même. et ça m'est vraiment tombé dessus. Pour le coup, Ah ouais. j'ai vraiment pas cherché. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est horrible cette phrase pour un projet pareil. Ouais. J'ai pas fait exprès. Non, je te jure. Ils Pour sont le coup, venus te chercher comment? bah en fait, je suis allé chanter dans un bar. Ouais. Enfin, non, même pas. Avant que j'aille chanter dans le bar, le patron du bar avait déjà vu une vidéo de moi, Ouais. mais qui a pas beaucoup de vues en plus, tu vois, je sais pas comment il l'a vu. Et donc je suis arrivé, il me connaissait déjà, il m'a dit bah va chanter sur ma scène et tout, c'est trop bien ce que tu fais, je suis ok. Et donc j'y vais. Et donc je crois que c'était Feeling Good de Muse. Et il va me voir après, il me fait ah, c'était super et tout. Écoute, j'ai un contact là, il cherche un chanteur pour Offenbach, machin, est-ce que ça te dit? Et j'étais là, Tu l'as cru? j'étais là, bah, c'est qui Offenbach? Vas-y, envoie, on verra, tu vois. Ouais. Je connaissais pas. Et donc j'écoute et je fais putain, trop stylé, bah vas-y, c'est parti. Et donc là, je fais des essais chez Warner. Et ça se passe bien. Et du coup, dans la foulée, c'est parti pour 1 an de promo télé et radio bah, pour ce titre Paradise, du coup, avec eux. Ouais. Et c'était une super expérience. C'était des belles rencontres. Et puis Budapest, c'est très beau. Guide de voyage. Ah oui, là, ça doit être quand même assez ouf. C'était la première fois que tu faisais un projet aussi Ah ouais, fait. c'était la première fois que je faisais un truc aussi gros. Première fois que je faisais des grosses télés comme ça, TPMP, X Factor et tout ça. J'avais jamais fait des plateaux comme ça. Et donc, d'un coup, c'est vrai que d'arriver sur des plateaux comme ça, c'était un peu stressant. Mais très belle expérience, très très cool. Ouais, là, est-ce que finalement, t'étais quand même vraiment stressé à chaque fois que tu allais sur un plateau et tout, ou juste tu te rendais compte que c'était juste incroyable de faire tout ça? En vrai, si, là, sur ce truc-là, j'étais stressé, ouais. Ouais. Si, franchement, ça me stressait pas mal. Merde. Un téléphone en moins. Tu vas revenir au Nokia. Ouais. Non, franchement, j'étais stressé, en vrai. Ouais. Et ça a pas passé après Enfin, je veux dire, au fil de l'aventure, avant d'arriver à X Factors et tout, tu restais tout le temps stressé? Ouais, parce que c'était pas... on n'a pas fait énormément de dates ensemble non plus. Ouais. On a dû en faire 7-8, tu vois. Mais à chaque fois, c'était des gros trucs, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de m'habituer. Et j'étais encore assez jeune, c'était assez nouveau pour moi. Donc, non, franchement, j'avais quand même pas mal de pression, ouais.
Et après, t'as eu d'autres projets aussi gros que ça, avec Non. autant de promos, non? Ouais, Bah, il y a eu The Voice après, Oui, ouais. mais à part ça, non, c'était vraiment les 2 trucs les plus fat que j'ai fait, ouais. Et du coup, The Voice, ça t'impressionnait plus finalement après avoir fait tout ça? Bah, The Voice, c'est quand même très différent dans le sens où c'est centré sur toi, Ouais. alors que là, c'est centré sur les DJ. Et donc, j'étais pas mis en avant pareil, et j'étais enfin, presque comme un bassiste qui va jouer pour une star, tu vois ce que je veux Ouais. dire, qui est derrière et qu'on connaît pas trop. Donc là, évidemment, je suis chanteur, donc j'étais un peu sur le devant de la scène, mais c'est quand même, ça s'apparente plus à ça, alors que The Voice, on est vraiment mis en avant avec des portraits de nous, etc. Donc c'est encore plus fat quand même. Ouais, c'est plus intrusif encore. Ouais, Ouais. ouais. C'est quand même beaucoup plus important en termes de carrière et même en termes de visibilité et en termes de tout. On passe presque tous les soirs devant des millions de gens sur TF1, c'est quand même plus costaud. Ouais. Et là, notamment avec la prise de Voice et toutes les opportunités que t'as et tout, est-ce que aujourd'hui tu te dis que t'es vraiment exactement là où tu voulais être ou t'as encore plein d'autres trucs à faire avant de te dire ça? Je suis loin d'être là où j'ai envie d'être. Ouais. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. Mais il y a plein de belles opportunités et maintenant il faut aller au bout pour voilà, transformer l'essai. Et est-ce qu'il y a, enfin, il y a quelque chose que t'aurais aimé qu'on te dise quand t'avais 20 ans que tu t'es lancé, qu'on t'a pas dit et que t'aimerais dire à quelqu'un qui se lancerait là? Hmm. Très dur comme question. Crois en tes rêves. Non, je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans? Et peut-être même te prévenir des difficultés, enfin pas forcément Faut jouer un maximum. Vraiment. Surtout au début, faut pas se prendre la tête avec le délire. Surtout quand tu commences. Non, j'ai pas mon cachet, machin. Les conditions, c'est quoi? Essaie de jouer le plus possible, de faire 5 concerts par semaine. Et voilà, vraiment de jouer le plus possible pour être carré à ce niveau-là. Et puis, je pense essayer d'être plus régulier sur les réseaux sociaux, d'être plus présent. Ça, c'est un truc que moi, j'ai pas trop fait quand j'étais plus jeune. Je pense que n'importe qui avec un petit peu de talent et de la régularité, si tu sors des trucs de qualité, en plus si tu as un concept avec un petit concept qui change un petit peu et que tu sors ça une fois par semaine, à un moment c'est obligé, ça prend quoi. Ouais. Donc parfois ça peut prendre 1 an et c'est beaucoup de boulot de sortir une vidéo par semaine avec un concept toutes les semaines pendant 1 an, c'est énormément de taf et tu vois vraiment pas le résultat tout de suite, donc ça peut être très décourageant, mais si tu arrives à le faire, bah, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça prenne pas quoi. Et une question que je pose systématiquement dans ce podcast, c'est si toi, tu devais te parler au toi ado au moment où tu commences la guitare, est-ce que tu te conseillerais un truc? Waouh. Ah, c'est trop chaud. Qu'est-ce que je me conseillerais? Ou tu te dirais enfin, qu'est-ce que... Bah, continue, frérot. Hein. T'arrêtes pas. Et ouais, c'est. Je sais pas, enfin, ouais. C'est trop dur. C'est trop dur. Non, mais c'est ça, continue, quoi. Vraiment, fais comme t'as fait, enfin, fais comme j'ai fait. Et... c'est trop bizarre. Et, Je suis mon exemple. ouais, grave. Mais en fait, c'est ça. Tu fais bien de continuer malgré le fait que c'est loin d'être parfait et continue à te foirer, en fait. Vraiment, c'est con, hein, mais j'ai fait tellement de concerts où j'ai fait de la merde, tu vois, vraiment. Tellement de concerts où j'ai mal chanté, où j'ai chanté faux. Et je t'en rendais compte en plus, ou même pas au début. Un peu moins au début, Ouais. mais c'est très rare vraiment encore aujourd'hui, que je sois pleinement satisfait d'un concert. Ouais. Quand je le regarde après coup, je veux dire. Il y a toujours des pains, il y a toujours des trucs. Mais au début, c'était vraiment... c'était terrible, quoi. Et sauf que malgré ça, bah, je continuais à en refaire. Et c'est ça, en fait. Il faut continuer à faire. Quoi qu'on fasse, si on se lance dans un truc, je pense n'importe lequel, il faut continuer à faire. Et puis, à un moment...
avec aussi un petit peu de chance, et bah, ça prend, quoi. Pour toi, c'est quoi la plus grande richesse de ce métier-là, du métier de musicien? Je pense que c'est la diversité des projets, le fait on se fait jamais chier, en fait. Ouais, là, tu t'ennuies jamais, quoi. Tu t'ennuies jamais parce que t'as jamais une semaine type, t'as jamais... en fait, il n'y a aucune stabilité. Donc, en même temps, la plus grande richesse, c'est la plus grande pauvreté de ce métier. C'est le fait que il y a peu de choses auxquelles se raccrocher, qui sont toujours là au même moment, au même endroit. Et du coup, quelque part, c'est une grande richesse parce que c'est un métier où tu peux te dire, la semaine prochaine, de lundi à jeudi, je pars au Maroc, tu vois. Ouais. Et bon, évidemment, faut pas que tu aies de projet à ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est que t'es quand même assez libre de choisir ce que tu fais, comment tu le fais et quand tu le fais. Et voilà, c'est surtout ça. C'est la diversité des projets et le fait de jamais s'ennuyer, en fait. Ouais, après ça, faut savoir le gérer, par contre. C'est vrai que de se gérer tout seul, ça en doit fait, pas c'est être ça. facile au C'est début. que quand t'enchaînes des moments où tu te couches très tard et tu te lèves très tard, et que la semaine d'après, tu dois te lever à 4 heures pour aller prendre un train, pour aller faire un truc je sais pas où, bah, c'est pas un rythme de vie qui est toujours très sain, surtout en tournée, je pense. Et voilà, il faut réussir à se gérer physiquement et mentalement. Bon, les deux sont étroitement liés, mais voilà, c'est vrai que le fait de pas avoir de routine, et bah, c'est pas évident parfois pour être stable, pas financièrement, j'entends, mais même en tant que personne dans sa vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, pour conclure, la dernière question que je pose toujours au moment de la conclusion, c'est voilà, le titre du podcast étant Persévérer pour mieux rêver. Peut-être essayer de faire une petite carte blanche sur ça. Est-ce que. Ok. Voilà. Pourquoi ne pas s'arrêter? Pourquoi. Je pense que si on sent que ça nous fait profondément du bien, ouais, et que on en a besoin, et que même quand on bosse un truc à fond, on a à peine l'impression de travailler, c'est qu'on se trompe pas. Et c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se foirer. Mais je pense que quand on le ressent vraiment au fond de nous, il faut pas se fermer la porte et continuer, quoi, clairement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.